À l'émission d'aujourd'hui, nous avons une émission un peu différente d'à l'habitude. Je republie une entrevue que j'ai donnée au podcast Éthique en pandémie, pour lequel on m'a invité pour parler de mes recherches portant sur l'altruisme efficace. L'altruisme efficace est un mouvement social et philosophique qui vise à maximiser le bien que nous pouvons faire dans le monde par l'utilisation de la raison et des meilleures données empiriques. Le mouvement investit 100 millions de dollars par année pour s'attaquer à la pauvreté mondiale. À l'émission, nous abordons plusieurs sujets. Les meilleures pratiques pour faire le plus de bien individuellement, les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas nous fier à nos sentiments pour faire le bien et les façons d'améliorer l'aide internationale. Nous abordons également la difficulté à identifier ce qui est efficace et les effets néfastes que peuvent parfois apporter l'aide internationale. Nous nous penchons sur les critiques adressées à l'altruisme efficace, qui consistent principalement à affirmer qu'il serait préférable de changer le système économique actuel pour réellement enrayer la pauvreté mondiale. Je présente également mon organisme d'aide internationale, Supporte la Vague. Vous pouvez accéder au podcast Éthique en pandémie sur Google Podcast. Le podcast aborde des questions différentes et complémentaires à Parlons éthique. Je vous invite à aller y faire un tour. Bonne émission. Salut Kevin, ça va bien? Oui, toi? Alors, très bien, merci. Ça fait longtemps qu'on dit on voulait parler un peu d'altruisme efficace ensemble. Je suis content qu'on pogne le temps de le faire aujourd'hui parce que c'est une question qui me semble vraiment importante. Mais avant de plonger dans la question, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce qui t'a amené à t'intéresser à l'altruisme efficace, puis qu'est-ce qui t'intéresse à continuer à creuser cette question-là, puis à explorer les différentes tensions qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on va en parler un peu tantôt des éléments. Fait que qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça, puis ensuite on va parler d'essayer de définir un peu, puis on va se poser des questions un peu plus en détail. Ça a commencé avec, à l'été de ma deuxième année de baccalauréat. J'ai fait un cours de lecture dirigée, puis là, il fallait que je choisisse 3 œuvres. Puis le thème qui m'intéressait, c'était l'empathie, l'altruisme. Parce que moi, j'étais un travailleur social au départ, et le paradigme dominant, là, c'est vraiment l'empathie et quelque chose d'essentiel. Et c'est ce que je croyais. Et en lisant sur l'altruisme efficace, je me suis rendu compte que finalement, l'empathie, ça m'intéressait pas du tout. Et il y avait un point de vue très critique. Donc, j'ai choisi 3 livres. Et les 3 livres ont quand même une importance particulière sur moi. Donc, un livre qui s'appelle Against Empathy, parce que je voulais essayer de challenger qu'est-ce que je croyais être là-dessus. Et finalement, ça a complètement bouleversé ma conception là, de ce qui nous fait être une bonne personne. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup d'empathie pour être une bonne personne. Et qui m'a déjà mis un peu dans l'élan, l'altruisme efficace. Et ensuite, le deuxième livre qui m'a le plus marqué et qui parlait de l'altruisme efficace, c'est le livre de Peter Singer, The Most Good You Can Do, avec un titre là, qui n'en finit plus là, pour expliquer un petit peu de quoi il en parle. Donc, The Most Good You Can Do a vraiment eu comme un effet là, super important sur moi, parce que l'altruisme efficace défendait une approche très intellectualiste de l'altruisme, ce qui était complètement là, à l'inverse de ce que moi je voyais. Puis, en même temps, il offrait une espèce de cadre éthique qui permettait à des gens qui souhaitent devenir des meilleures personnes de vraiment avoir des objectifs à atteindre, des conceptions claires de qu'est-ce qu'on devrait faire pour maximiser le bien qu'on peut faire dans le monde. Donc, pas simplement faire du bien, mais faire le maximum de bien. Donc, j'aime le concept d'efficacité, j'aime ça quand les choses là, marchent là, au maximum. Donc, je pense que ça faisait partie un peu de ma personnalité. Puis là, il donne plusieurs aspects qui sont super importants à l'altruisme efficace, comme donner une grosse partie de ses revenus. Donc, il y en a qui donnent jusqu'à 90-95% de ce qu'ils donnent, ce qu'ils gagnent. Mais en général, la plupart des gens, il y a une espèce de ligne minimale qui serait quelque chose comme un 10% de nos revenus. Nous, les personnes qui vivons dans des pays super riches, donner 10% de ses revenus pour aider les gens qui en ont le plus besoin, ça peut faire une grosse différence. Donc, ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Quelque chose qui n'est pas fait beaucoup non plus dans le monde francophone, donner de l'argent pour soutenir des causes. D'autres choses un peu plus funky, comme automatiser nos dons, parce qu'on veut faire les meilleures actions sans requérir de devoir être la meilleure personne. Souvent, on se dit, si on devient une meilleure personne, on va pouvoir mieux agir, mais sans devenir une meilleure personne, tu peux tenter de faire beaucoup plus de bien en automatisant ses dons, par exemple, en orientant sa carrière pour tenter de faire le plus de bien, ce qui est vraiment comme une espèce de révolution pour moi, où je voyais comme le bien comme vouloir faire du bénévolat, donner de son temps, être gentil avec les autres, alors que là, à ce moment-là, ça avait une conception complètement différente. Et donc, ça brouillait tous mes repères à ce moment-là.
Et de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre un peu plus qu'est-ce que l'altruisme efficace en faisant beaucoup de lectures parce que le mouvement est assez jeune, ça a été créé en 2010, donc il y a comme une espèce de boom de littérature qui est arrivé dans les dernières années, donc tout est très récent, très d'actualité, donc il y avait quelque chose d'extrêmement vivant là, à étudier ça. Excellent, mais je pense que déjà, en montrant que ce qui t'a amené à t'intéresser à ça, tu mets un peu les bases de notre discussion. Parce que si je reformule un peu ce que tu dis, en fait, c'est que ce qui t'a amené à être curieux à propos de l'altruisme efficace, c'est qu'on pouvait être une bonne personne sans nécessairement être empathique, ou même sans vraiment être une personne gentille au sens de manière interpersonnelle, Mhm, parce que tu fais des dons, puis tes dons ont un effet réel ou efficace. D'où vient mhm. le terme, c'est ça. Puis je trouve ça intéressant, les deux titres que tu as suggérés. Moi, quand je les ai parcourus, je dois dire, j'ai beaucoup aimé le livre, notamment Against Empathy, qui est le genre de livre qui vient te poser des bonnes questions, du moins. On peut ne pas être d'accord, mais Mhm. ça vient s'attaquer à des choses qu'on peut un peu prendre pour acquis, puis qui est dans le discours courant que l'empathie, c'est vraiment bien. J'aimerais donc juste construire sur ça, puis te demander un peu de nous définir un peu c'est quoi l'altruisme efficace, parce que la manière que tu le présentes, c'est quelque chose de très utilitariste. Puis tu nous as parlé de Ouais. Peter Singer, qui est un grand utilitariste contemporain, Mhm. qui a notamment utilisé l'image de l'enfant qui se noie pour nous inciter à dire, bon ben, si on sacrifierait beaucoup de ressources pour aller sauver un enfant qui se noie en allant avec des vêtements qui seraient ruinés en allant dans un petit étang pour sauver un enfant, on devrait donner la même chose pour faire du bien, sauver des vies ailleurs dans le monde. Mhm. C'est un peu ça le message. Mais Ouais. c'est une perspective très utilitariste, dit comme tu disais très bien, qui ne nous demande pas individuellement d'être des personnes vertueuses. Fait que ça s'oppose aussi à une conception du travail personnel de faire une chose, développer les bonnes vertus en disant, mais non, tu automatises ton don il est super utile, il fait des bonnes choses. Alors, peux-tu continuer à décortiquer un peu comme tu as commencé à le faire sur c'est quoi l'altruisme efficace? Voilà ça. Puis ensuite, on va voir un peu les tensions au sein de Oui. cette idée-là. Oui, c'est un très bon point de départ. Lorsque tu parles de vertu, en fait, un des derniers textes que j'ai lu là, qui a été publié à la fin de 2019, et là, l'altruisme efficace commence à créer les propres vertus, comme l'efficacité devrait être une vertu fondamentale. Et donc, ils sont en train de reconceptualiser qu'est-ce qui devrait être une vertu en fonction des objectifs là, utilitaristes. Donc, je trouvais que c'était intéressant que tu amènes ce point-là. Mais c'est intéressant aussi que tu dises que de rechanger le sens des vertus, parce que là, si on dit que l'efficacité, ça doit être une vertu, ça va un peu dans le mouvement de certains économistes qui vont dire, mais en fait, euh, ultimement, ce qu'on veut viser, c'est qu'une action crée du bien, soit efficace, puis qu'ultimement, que les actions bonnes, ce soit pas juste du signaling. Parce qu'il y a toute Ouais. une question de gens, quand ils font signaling ou quand ils font une action, ils essaient juste de signaler que ce sont des bonnes personnes, mais ils s'intéressent pas vraiment aux résultats. Mhm. Puis on en discutera peut-être, mais il y a des recherches qui montrent qu'il y a plein de gens qui donnent, mais qui veulent que leur don soit vu, puis que les gens voient de l'extérieur qu'ils ont fait un don. Puis ils ne s'intéressent pas vraiment à l'efficacité du don ou ils donnent à des fondations qui sont très peu efficaces, mais ils disent, ah, cette fondation-là est visible, je vais avoir mon nom quelque part. Mais ça soulève cet enjeu-là aussi de s'éloigner d'une perspective de signaling ou pas. Mais je vois qu'on s'écarte, c'est pour ça que je vois que le sujet nous intéresse tous deux. Mais c'est quoi l'altruisme efficace avant qu'on entre dans ce genre de détails? C'est quoi Oui, l'altruisme efficace? Oui, t'as emmené encore d'autres points qui sont vraiment intéressants, mais c'est sûr qu'on va les aborder. Le virtue signaling, ça fait partie des choses que l'altruisme efficace décrit, et surtout le fait de choisir quelque chose qui nous fait plaisir de donner. Et ça, l'altruisme efficace est très critique, mais revenons-en à la base. Donc, grosso modo, l'altruisme efficace, c'est un mouvement social et philosophique qui vise à maximiser le bien qu'on peut faire dans le monde. Et il y a plusieurs façons de faire beaucoup de bien. Donc, l'altruisme efficace focus beaucoup sur l'intelligence artificielle, le traitement des animaux de ferme et aussi la pauvreté mondiale, qui est probablement le sujet là, sur lequel ils mettent le plus de ressources. À peu près 50% de leurs ressources annuelles, c'est-à-dire 100 millions de dollars par année, qui investissent pour tenter d'éradiquer la pauvreté mondiale. Donc, c'est cet aspect-là qui m'intéresse, moi, pour l'altruisme efficace. Donc, tous les autres aspects, je m'en intéresse, je m'intéresse à ces aspects-là un peu, mais de façon un peu plus marginale. Donc. Et là, le mouvement, c'est-à-dire que c'est pas simplement un mouvement de pensée, c'est un mouvement qui est ancré dans le monde, qui a créé des institutions et qui a une communauté de personnes qui sont convaincues et qui tentent de grandir la communauté pour tenter d'avoir un plus gros effet, c'est-à-dire d'avoir plus de gens qui vont pouvoir donner une partie de leur revenu, par exemple, pour pouvoir maximiser le bien qu'on fait dans le monde. Donc, grosso modo, l'altruisme efficace, c'est un mouvement qui est composé également d'une communauté.
Mais c'est intéressant parce que ultimement, si il y a plein de mouvements en philo qui restent des mouvements intellectuels où tu as une idée, où tu as un groupe de personnes. Mais là, c'est pas seulement une poignée de gens qui défendent une conception de Mm. l'utilitarisme, de comment on devrait le faire. Mais en fait, ce sont des gens qui créent des institutions. Puis il y a sans doute plein de gens qui ne sont pas des philosophes. Puis là, encore là, j'ai peut-être une citation que j'avais vue quelque part, mais c'est peut-être aussi une invention. Je me rappelle que Peter Singer, il disait, mais allez pas en philosophie, allez en finance, vous allez faire plus d'argent, Oui. puis vous allez faire plus de bien. Fait qu'ultimement, c'est aussi un mouvement qui essaie de toucher hors des cercles académiques pour faire ultimement efficacement du bien. Puis ultimement, au début, tu parlais que c'était un mouvement qui était très présent dans le monde anglo-saxon. C'est quoi qui a amené la création de ce mouvement-là? Qu'est-ce qui motive les gens à s'intéresser à l'altruisme efficace si c'est pas juste l'argument philosophique de Peter Singer, du Drowning Stranger, puis du Most Good You Can Do? Ben, en fait, il y a comme deux questions à ce que tu disais. Il y a comment le mouvement a été créé, puis après ça, comment est-ce que les gens adhèrent au mouvement. Donc peut-être au niveau que comment ça a été créé, ben, ça a été créé par un étudiant, là, William McCaskill, qui est rendu en fait un professeur de philosophie à Oxford en ce moment, et qui était convaincu par l'argument de Singer qu'on devrait tenter de donner pour alléger la pauvreté des gens les plus pauvres du monde, parce que nous, en tant que personnes des pays qui sont riches, on a tellement de ressources en trop, même si des fois on a l'impression qu'on peut être pauvre, même si on est un étudiant ici au Québec, on fait souvent partie là, des gens qui font les plus privilégiés du monde. Et donc, lui était convaincu par ça, mais il s'est dit, on va tenter de pousser l'argument un peu plus loin. C'est pas simplement d'aider ces gens-là, mais de les aider de façon la plus efficace possible. Et avec un ami économiste, ils ont parti le mouvement. Ils se sont dit, on va une des façons de maximiser le bien qu'on peut faire dans le monde, premièrement, c'est en ayant le meilleur rapport coût-bénéfice. Et au niveau des coûts-bénéfices, ben, lorsqu'on veut augmenter, on veut diminuer en fait les coûts, ben, une bonne façon, c'est la loi de la diminution marginale. En français, comment est-ce que tu te souviens du nom en français? L'utilité marginale décroissante? L'utilité marginale décroissante. Je l'utilise juste en anglais, donc j'ai de la misère à le trouver en français. C'est-à-dire que plus on a d'une ressource, moins si on ajoute de cette ressource-là, ça va avoir un bienfait sur nous. Et à l'inverse, moins on a d'une ressource, plus l'ajout de cette ressource-là va avoir un effet important sur notre situation. Donc, l'exemple classique, là, c'est tu as quelqu'un dans une piscine, quelqu'un dans un désert, tu donnes 1 litre d'eau à la personne dans la piscine, bon, ça va peut-être, il va peut-être être content de s'hydrater, mais sans plus, la personne dans le désert, ça va faire une grosse différence. Et donc, l'altruisme efficace s'est dit, ben, si les gens qui ont le moins de ressources, on peut plus facilement, ça nous coûte moins cher pour les aider, ben, probablement que l'aide internationale risque d'être quelque chose qui serait intéressant pour aider les personnes les plus pauvres. Et quand on veut maximiser les bénéfices qu'on sort d'un rapport coût-bénéfice, ben, souvent on veut s'attaquer aux besoins de base. Parce que les besoins de base coûtent beaucoup moins cher que les besoins qui sont plus élevés dans la hiérarchie des besoins. Et donc, on peut faire un plus gros bénéfice en aidant les gens qui, par exemple, ont des maladies qui sont faciles. C'est quelque chose qui me dépasse, qu'on ne soit pas au courant que pour quelques sous, là, et parfois quelques simplement dollars, on peut guérir une personne qui allait devenir aveugle. Ça nous coûte à peu près 20 $ le médicament ou la petite opération, là, dépendamment à quel point c'est avancé, pour s'assurer que la personne ne devienne pas aveugle à cause du trachome, là. C'est une espèce d'infection qui fait que dans ta paupière, tu as une espèce de petite croûte là, qui se crée, puis là, tu gratignes ta rétine et à un moment donné, tu deviens aveugle. Donc, pour 20 $ à peu près en moyenne que l'altruisme efficace a identifié, on peut, avec les organismes les plus efficaces, s'assurer que cette personne-là ne perde pas la vue. Et donc là, il y a tellement d'utilités on peut créer en investissant là-dedans plutôt qu'en en entraînant des chiens guides qui coûtent à peu près là, 10 000 aux États-Unis, là, 10 000 américains. Et là, on aide simplement une personne avec ce chien-là à pouvoir vaquer à ses occupations durant la journée, alors que si on le paie pour à peu près 20 ou 20 à 50 $ maximum là, dans les cas dans les pays que c'est un petit peu plus compliqué de faire ces opérations-là, ben, on peut comme multiplier par 200 l'utilité qu'on a pour traiter la cause du fait de devenir aveugle. Et donc là, ça nous remet en perspective par rapport à, mais moi, je sens que je veux faire le bien, puis là, je vais donner à Mira. Mais pourquoi est-ce que tu donnes à cet organisme-là alors que tu peux faire 100 ou 200 fois plus de bien à donner à un organisme qui traite cette maladie-là? Et l'altruisme efficace, c'est quelque chose qui vient un peu. En fait, c'est une question qui est très importante pour eux. Comment est-ce que tu. C'est comme s'il fallait que tu t'imagines, tu rencontres les 200 personnes que tu aurais pu les sauver de la vue, puis tu aurais pu sauver leur vue, désolé, et tu te retrouves avec la personne qui a eu le chien Mira, par exemple. Puis là, tu lui dis, ben, je dois vous expliquer que moi, j'ai choisi de donner à cette personne-là parce qu'elle est dans mon pays,
c'est quelqu'un qui est proche de moi alors que j'ai laissé ces 200 personnes-là devenir aveugles. Je pense que ton exemple est vraiment clair, mais ça touche ici un peu le- l'idée selon laquelle les expériences de pensée nous aident à voir un peu le problème Mhm. de justice, Ouais. mais que intuitivement, que, en tant qu'humain, on n'a pas ces intuitions-là. On a des intuitions plus, je dirais, tribales, ou là, je Oui. lance des perches, voir comment. Puis parce que, ultimement, l'expérience de pensée de l'enfant qui se noie, on dit, bon, tu pourrais sacrifier quelques centaines de dollars, puis un peu ce qui est l'équivalent de ce que tu nous racontais, au lieu de sauver, puis tu préfères la même chose, puis sauver une vie ailleurs dans le monde. Mais quand tu présentes ça aux étudiants, ils sont titillés, ils voient l'argument, mais c'est contre-intuitif de penser de cette manière-là. Je pense qu'on a un biais vers notre communauté, la proximité. On a un biais qui est peut-être pas rationnel, mais qui font que les gens ont l'intuition que même la personne Mira, c'est bon, ils vont peut-être dire c'est un beau chien. Ils vont dire mais c'est une personne dans ma communauté qui me ressemble. Alors comment est-ce que les gens de l'altruisme effectif répondent un peu à ce genre de tension-là? Ah oui, c'est une question là, fondamentale parce qu'il y a beaucoup de contre-arguments là, que intuitivement, en fait, notre façon de voir l'altruisme serait comme, comme tu disais, un peu tribal. Euh, il y a une espèce d'expérience de pensée là, que je trouve qui était vraiment intéressante qui dit, c'est Green, je crois, qui l'avait créé, qui disait, ben, c'est comme si on avait deux systèmes pour réfléchir aux choses. Puis le premier système pour faire en fait, devenir altruiste, on pourrait le comparer à une espèce d'appareil photo automatique où on a des espèces d'automatisme biologique qui fait quand on voit quelqu'un qui pleure, quand on voit quelqu'un qui est en danger, on va vouloir comme sauver la personne. Mais si on la voit pas, on n'a pas déclenché ce désir-là de pouvoir faire le bien. Alors que l'autre, on a une espèce d'autre système qui serait un système manuel où là, il faudrait comme jouer avec différents paramètres pour pouvoir prendre une bonne photo qui est beaucoup plus complexe, qui est moins intuitif, qui demande un petit peu plus de réflexion. Mais après coup, si on veut prendre la meilleure photo possible, on serait mieux de prendre le deuxième outil. Et que, en fait, l'altruisme efficace dit oui, on a des biais cognitifs, mais si on y réfléchit, on voit facilement que si on s'imaginait avoir les 200 personnes qu'on aurait pu sauver au lieu de la personne qui était devant nous, on se sentirait mal à l'aise de dire qu'on a fait ce choix-là et qu'on devrait tenter de se repousser en fait les espèces d'intuitions qu'on a qui nous amènent à vouloir faire le bien pour certains types de personnes plutôt que d'autres. On voit une photo d'une personne qui souffre, on va donner. On voit un groupe de 5-6 personnes qui souffrent, on va donner moins d'argent. Il y a quelque chose qui est complètement irrationnel à ce moment-là. Et dans un monde où on manque de ressources, et il y a beaucoup de problèmes à régler, on doit tenter de maximiser ce qu'on peut en faisant ces choix-là personnels, qui seraient de maximiser l'utilité de nos actions plutôt que de simplement se laisser aller à nos espèces d'intuitions qui sont plus biologiques et plus instinctives. Mais fait que là, on voit un peu de quelle manière, parce que c'est un mouvement qui essaie de, comme tu dis, de nous encourager à s'éloigner de nos réactions instinctives, puis d'essayer de voir par les expériences de pensée, en s'imaginant les personnes qu'on va sauver en nombre, en disant, mais si on était tous dans la même salle, ça serait vraiment difficile à argumenter pour dire, ah, mais vous, je vous aiderai pas à avoir la vue, j'ai préféré aider cette personne-là à avoir un chien. C'est bon, dans un monde absolu, on voudrait que cette personne-là ait aussi son chien. Mais je pense Ouais. qu'en termes de ressources limitées, comme tu dis, on favorise, on aurait l'intuition dans cette situation de favoriser le plus grand groupe. Donc, ultimement, c'est une approche très utilitariste, comme on a dit au début, mais il y a des gens qui auraient une critique un peu plus, disons, sophistiquée. Parce que la manière dont tu le présentes, ça passe par la philanthropie. On devrait donner de l'argent pour pouvoir aider ces gens-là. Puis ultimement, mais il y a toute une critique de la philanthropie aussi. Autant dans l'aide internationale, en disant que quand on donne par exemple, quand on envoie de la nourriture dans des pays, on nuit à l'économie locale ou à la productivité locale. Mhm. Puis ultimement, c'est pour ça que là, je t'amène tranquillement à l'objection qu'on fait parfois à l'altruisme efficace en disant, mais c'est que pas des problèmes qui sont individuels. C'est que oui, tu peux aider une personne à se sauver Mhm. d'une maladie de la vue ou de l'empêcher d'être aveugle, c'est très bien, mais le problème, c'est les institutions qu'il faut changer. Certaines personnes très critiques disaient, mais non, individuellement, il ne faut pas essayer d'essayer de
compenser les problèmes du capitalisme, c'est le capitalisme lui-même qui est le Mhm. problème. Alors, comment est-ce que les gens de l'altruisme efficace se posent face à cette situation-là? Parce qu'on peut comprendre que, bien, ils ont créé notamment une fondation GiveWell, si je ne me trompe pas, Mhm. pour essayer de trouver le meilleur moyen de donner, puis que ça ne soit pas perdu dans une philanthropie inefficace, qui s'entretient elle-même, mais qui est vraiment touché Mhm. les gens. Fait que même si on contourne ce problème-là, il y a des gens qui vont dire, mais le vrai problème, c'est que, bien, individuellement, il faut pas. C'est le capitalisme le problème, ou c'est certaines institutions du capitalisme, ou c'est des enjeux de conflits internationaux qui, individuellement, sont très difficiles à transformer. Puis, bon, certaines personnes pourraient essayer de dire, mais c'est la faute du système, donc moi, je ne vais pas changer mon comportement, je ne vais pas donner, en me disant parce que ça ne donnera rien, ma solution, puis ça va peut-être même entretenir le problème. Comment est-ce que l'altruisme efficace répond à ce genre d'objection-là, qui est un petit peu plus sophistiqué, ou du moins un peu plus systémique? Oui, c'est en fait, ben, c'est ça mes recherches en fait, c'est considérer l'altruisme efficace et la critique institutionnelle qui est exactement ce que tu viens de décrire et de voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer certains aspects de la critique institutionnelle pour rendre l'altruisme efficace là, un peu plus ben, efficace en bout de ligne, mais aussi qui pourrait avoir une conception plus riche un petit peu de ce qui serait une bonne action. Puis là, quand tu parlais de Seigneur et de l'enfant là, qui tombe dans les temps, ben, après ça, il disait, ben, on voudrait aller l'aider, donc individuellement, on doit aller l'aider l'individu, mais la façon dont moi je l'ai conceptualisé, je me suis dit, les critiques institutionnelles diraient, ben, pourquoi on ne met pas une clôture à la place d'aller devoir aller sauver l'individu, tu sais? Donc, on pourrait faire des changements systémiques pour s'assurer que les enfants ne tombent plus dans les temps plutôt que de tenter de les sauver lorsque ça arrive. Et je dirais en fait que c'est un peu décevant parce que l'altruisme efficace balaie un peu du revers de la main. Il aborde pas vraiment la critique institutionnelle. Il voit comme des gens un peu zélés là, qui ont des espèces d'intuition là, que si on change la base du système, tout va bien aller. Donc, il n'y a pas beaucoup de réponses qui sont données à la critique institutionnelle. Donc, et c'est pour ça en fait que je voulais m'intéresser à cette question-là parce que je trouve que ça manque. Et j'ai l'impression que pour mieux comprendre un peu c'est quoi la critique institutionnelle, la façon dont je le conçois, c'est ils ont une conception déontologique, alors que l'altruisme efficace a une conception qui est plus utilitariste. Et là, on a toutes les objections classiques de la déontologie à l'altruisme efficace. Et comme par exemple, une des critiques, c'est en tentant de maximiser le bien, ben, en fait, si tu fais 3 unités de bien à quelqu'un qui est riche, puis avec la même quantité d'argent, tu fais 2 unités de bien à quelqu'un qui est pauvre, ben, l'altruisme efficace va préférer faire 3 unités de bien à la personne riche. Donc, l'idée de justice manque. Donc, ça, c'est une critique classique de la déontologie à l'utilitarisme. Et ben, l'altruisme efficace doit répondre à ce genre de questions-là. Mais en général, bon, il y a les gens les plus pauvres du monde au niveau de la pauvreté mondiale. Donc, ça ne s'applique pas. Mais en théorie, il peut y avoir des problèmes où ils vont prendre des gens, l'argument un peu plus raffiné, là, qu'on ne peut pas balayer du revers de la main de la critique institutionnelle, c'est de dire, ben, il y a des gens qui sont très, très, très pauvres, les gens qui sont le plus mal en point, sont souvent plus difficiles à aider parce qu'ils ont une victimisation multiple, et on doit aborder toutes ces questions-là en même temps, alors qu'il y a quelqu'un qui va un peu mieux, ben, ils vont être beaucoup plus faciles à aider, et donc là, ils vont pouvoir créer plus d'utilité facilement, et donc là, l'altruisme efficace va tendre à laisser pour compte les gens qui s'en sortent moins bien. Donc, ce genre d'argument-là, bon, qui est un peu le même argument d'une façon un peu plus rigoureux, euh, ben, l'altruisme efficace ne l'aborde pas tant que ça, mais c'est ce qui est plate en fait, parce que la critique institutionnelle, moi, j'ai mes propres réponses aux différentes questions qui sont faites par la critique institutionnelle, mais l'altruisme efficace les balaie un peu du revers de la main parce que les critiques institutionnelles, en fait, dans le fond, ben, ils font rien, ils n'ont pas d'organisation mondiale. Tout ce qu'ils font, c'est dire, c'est ben, hey, votre 100 millions, là, ben, donnez-le pour changer les, euh, les systèmes de façon plus fondamentale pour améliorer la condition. Euh, et la réponse classique de l'altruisme efficace, c'est ben oui, ça pourrait être cool de changer ça, mais tu fais comment? Puis si tu as un beau projet, nous, on serait prêt à le backer, mais il faudrait que tu nous donnes un plan d'action, comment est-ce qu'on fait, puis est-ce que c'est possible parce que tu risques de rencontrer là, beaucoup de résistance de gens qui sont très puissants, qui profitent de ce système-là. Donc peut-être qu'au lieu de tenter quelque chose qui ne fonctionnera pas, ben, on est peut-être mieux d'aider les gens à ce moment-là qui vont mieux. Et en aidant les gens pour qu'ils puissent aller mieux, par exemple, en les guérissant de la malaria, par exemple, ben là, ils peuvent commencer peut-être à
augmenter leur qualité de vie, s'organiser et eux-mêmes peut-être faire au final en fait le renversement politique qui devrait être fait au niveau local. Mais au niveau mondial, ce genre d'intervention-là est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial où on peut tenter d'avoir des actions ou si on tente de mettre une loi, ben, il faut qu'il y ait des sanctions pour s'assurer que la loi soit suivie. Donc, comme il n'y a pas les institutions, ben, ça ne semble pas être une bonne idée à ce moment-là. Mais si les critiques institutionnelles font du bon travail et réussissent à créer quelque chose, puis que là, ils ont besoin d'un petit push final, l'altruisme efficace va être les premiers à pouvoir les supporter. Mais d'ici là, ben, on va tenter de voir avec les données empiriques qu'on a en ce moment, qu'est-ce qui peut faire le plus de bien. Donc, ça serait grosso modo la réponse de l'altruisme efficace. Mais si je reformule juste pour voir de manière un peu punch, c'est que l'altruisme efficace a un certain biais présentiste, au sens où ben, on peut faire du bien maintenant. Pourquoi ne pas le faire maintenant au lieu d'espérer quelque chose d'autre qui va peut-être un changement systémique qui va peut-être pas arriver ou qui fait face à d'autres défis? En ce moment, il y a des gens qu'on peut sauver maintenant de la noyade, on peut sauver des gens de perdre la vue. Puis je pense que c'est un argument quand même fort en disant, mais cette personne-là, en ce moment, souffre. On peut vouloir changer tout le système, mais en ce moment, elle souffre. Pourquoi est-ce qu'on voudrait ne pas l'aider? Je pense que, si je comprends bien, il y a aussi ça un peu dans ta reformulation avec la clôture, c'est qu'on peut bien vouloir faire la clôture, mais s'il y a en ce moment un enfant qui se noie, mais l'altruisme efficace, ça veut dire, mais il faut aller l'aider. Là. Il se noie, peu importe la clôture, on va aller le faire, puis ensuite on construira une clôture. L'altruisme efficace s'intéresse à l'intelligence artificielle, s'assurer que l'intelligence artificielle ne prenne pas le contrôle du monde pour nous... Puis là, ça serait la fin de l'humanité, donc il y aurait un gros tort qui pourrait être créé, même s'il y a peu de chances que ça arrive, et ils considèrent investir dans des programmes pour assurer que ça ne survienne pas. Donc, de dire qu'il y aurait un biais présentiste, ça serait une erreur, mais parce que l'interprétation que j'en fais, bon, c'est quelque chose que j'ai lu nulle part, mais j'ai l'impression que quand tu as quelque chose de certain qui fonctionne bien, l'altruisme efficace va aller vers ça. Mais comme pour s'assurer que l'intelligence artificielle ne nous rende pas des esclaves, ben, on n'a pas de petites actions à court terme et donc à ce moment-là, je pense qu'ils peuvent plus considérer ce genre de solution-là qui serait plus à long terme. Et souvent, les critiques institutionnelles disent que les altruistes efficaces sont des gens riches en général. Ce sont des gens qui bénéficient du système comme il est. Et souvent, les altruistes efficaces sont attaqués comme étant des gens qui veulent calmer le jeu, du pain et des jeux. On s'assure que les gens ne fassent pas la révolution en les aidant le plus possible, mais on veut surtout pas changer l'ordre mondial parce que ce serait nous qui se retrouverions dans le tort. Donc, ça, c'est comme la critique la plus virulente que la critique institutionnelle adresse à l'altruisme efficace, alors que quand tu vois les gens qui sont là-dedans, c'est des gens vraiment bien intentionnés, qui donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir maximiser le bien qu'ils peuvent faire dans le monde. Donc, je trouve que ça se tient pas, mais il y a peut-être une certaine part de vérité là-dedans aussi, là, qui serait intéressante à creuser. Mais si je me permets de reformuler ça, aussi pour qu'on la voit, on pourrait aussi le voir juste dans une variante de la critique assez forte que tu viens de présenter en disant, bien, les gens qui s'enrichissent beaucoup, ils s'enrichissent dans un système qui leur permet d'accumuler cette richesse-là puis de le donner de manière efficace. C'est peut-être ce mécanisme d'accumulation-là qui est problématique. Peut-être que, par exemple, on parle c'est souvent comme tu dis, de la philanthropie entre les pays riches qui envoient aux pays pauvres pour aider les gens dans des situations, mais il y a tout un système d'exploitation de ces ressources-là qui servent les pays riches. Fait qu'il y a aussi cette dynamique-là qui est capitaliste, on pourrait dire, qui est inscrite dans une histoire d'exploitation, etc. Puis des gens pourraient dire, mais en fait, c'est pas s'attaquer au problème fondamental que de fonctionner par un système philanthropique, quand ultimement, il faudrait peut-être qu'on arrête d'exploiter les richesses de ces trucs-là, puis de passer par un système de paradis fiscal, etc. Puis tout un système économique ou financier même qui est problématique. Ben, en fait, l'image qu'on voit, c'est souvent quelqu'un de riche qui vole des billets dans les poches d'une personne pauvre, donc d'une main, et de l'autre main, lui fait de la philanthropie, envoie quelques cents dans ses poches parce que avec les différentes, là, par exemple, tu as donné l'exemple des paradis fiscaux, ben, il y aurait à peu près l'équivalent d'1 trillion de dollars là, qui serait perdu là, en taxation par rapport à ça, et une grande majorité de cet argent-là pourrait aller aux pays qui sont en développement. Donc, si on donne 100 millions avec l'altruisme efficace versus avec 1 trilliard par année, ben on voit que oui, on fait du bien, mais de l'autre côté, on est en train de leur voler tellement de ressources que c'est presque une joke là, finalement de vouloir faire la philanthropie dans ce contexte-là. Mais je pense qu'une des questions philosophiques là, intéressantes, fondamentales, c'est quelle est l'entité qui a le devoir moral d'agir.
Donc, du côté de la critique institutionnelle, nous voit un peu comme l'Occident, comme une espèce d'entité morale qui devrait compenser les torts qu'il a fait, arrêter le tort qu'il est en train de faire, et que nous, ce devoir-là ruisselle sur les individus, dont l'altruisme efficace, qui dit, ben, vous avez ce devoir-là qui appartient aux nations occidentales, qui devrait compenser pour le tort qui est fait. Alors que l'altruisme efficace, c'est un mouvement éthique, qui est plus individuel, qui dit, toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu peux faire pour maximiser le bien? Et comme c'est McCann qui disait, je suis moi, je ne suis pas un État. Tu sais. Je ne peux pas choisir de faire en sorte que mon pays paie, par exemple, pour l'esclavage qui a été fait, par l'exploitation, le vol qui est fait par différentes entreprises occidentales, le vol des entreprises occidentales qui est fait aux pays qui sont en développement. Et donc, j'ai l'impression que cette conception-là est vraiment fondamentale parce que l'altruisme efficace ne le définit pas clairement comme ça, mais voit vraiment l'individu comme étant l'entité morale qui devrait agir. Et la critique institutionnelle voit plutôt que c'est une espèce de ruissellement de nos devoirs négatifs là, des États qui ruissellent sur nous et qu'on devrait participer à faire ce changement-là que les nations devraient faire elles-mêmes. Excellent. Mais si je reformule encore, ça revient un peu à dire, en fait, que les deux perspectives se placent pas au même niveau. Il y en Ouais. a une qui parle de société, qui parle de civilisation même, ou du moins d'État ou d'institution, puis d'autres au niveau individuel. Puis c'est pour ça que je reviendrais, peut-être, c'était sans doute mal formulé, mais tu sais, quand je disais qu'il y avait un biais présentiste, mais les individus, ils disent, ouais, mais c'est quoi que je peux faire dans ce contexte-là? Comme tu dis toi-même, je peux pas convaincre tout de suite mon État d'arrêter les pratiques des paradis fiscaux. On peut essayer, mais en attendant, il y a du monde qui souffre autant maintenant. Puis ultimement, the most I can do, pour reprendre le titre de Singer. Puis en fait, ben, je peux faire quelque chose maintenant. Puis vu qu'il y a des choses qui sont un peu hors de mon pouvoir, un vote parmi les millions qui vont passer le jour de l'élection, ça va peut-être pas arriver demain, mais la personne, je peux la sauver, je peux sauver sa vision maintenant, pour reprendre encore ton exemple des yeux. Alors, ben, qui serais-je comme personne si je ne l'aidais pas à voir maintenant, puis j'allais la voir, pour reprendre ton idée, en lui disant, mais j'attendais l'élection pour pouvoir voter, pour qu'ensuite mon représentant prenne une décision, machin. La personne, elle perd la vision maintenant, Ouais. puis il faut lui donner le petit truc qui coûte une vingtaine de dollars. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, une action que je peux faire maintenant qui va avoir une vraie valeur, sans nier non plus qu'on peut utiliser l'autre stratégie aussi, comme tu dis. Ben, c'est ça, en fait, l'idéal, ça serait de travailler à faire des changements de fond tout en aidant les gens en ce moment-ci. Tu sais. Donc, je pense pas que l'altruisme efficace serait contre l'idée qu'on change des aspects du système, mais j'ai l'impression que dans le calcul d'utilité qu'ils font, ils disent c'est tellement improbable que ça arrive que d'investir toutes nos ressources, parce qu'il faut investir toutes nos ressources, si on fait juste investir un peu là-dedans, on fait aucune différence. J'ai l'impression qu'ils considèrent que c'est un mauvais calcul, mais si on se retrouvait dans un monde où les critiques institutionnelles ont réussi à s'assembler ensemble et à faire une grosse différence, je pense que l'altruisme efficace serait prêt il verrait en fait que en fait, il y a une utilité marginale croissante lorsqu'on veut faire des changements institutionnels. Donc, la dernière personne qui donne le dernier dollar, elle a maximisé là, son utilité, mais la première personne qui investit, elle, ben, en fait, il y a beaucoup de chances qu'elle perde son argent, contrairement lorsqu'on investit dans une entreprise, on veut être comme la personne qui a mis l'argent au départ et non la petite dernière personne qui fait le dernier investissement à la fin. Donc, j'ai l'impression que si on se retrouve pour les changements institutionnels, on se retrouve plus dans la dernière braquette là, où on a besoin du dernier pouce, le dernier push. Ben, j'ai l'impression que l'altruisme efficace serait en fait les premiers à vouloir dire ben, on va tenter de faire la différence. Mais en fait, peut-être pour enrichir la critique institutionnelle un peu, souvent ils donnent l'exemple de l'abolitionnisme. Ils diraient, ben, l'altruisme efficace n'aurait pas voulu investir dans l'abolitionnisme parce que ça avait l'air impossible que ça arrive. Et le fait que ça soit arrivé, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit, je sais que ça a l'air impossible, mais je vais me battre, puis je vais me battre. Puis c'est le fait qu'ils se sont battus comme ça qui a convaincu d'autres personnes qui disent, crime, mais il y a du monde qui y croit vraiment, puis ils vont y aller jusqu'au bout. Ben, moi, je vais les supporter. Puis c'est ce qui, en bout de ligne, a fait une quantité incalculable de biens avec l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et qui continue dans le futur. Donc, il y a quelque chose qui est très efficace quand ça continue dans le futur et qu'on va en récolter des fruits là, à l'infini. C'est comme cueillir une pomme versus à dire ben, on a créé un champ, on va pouvoir avec ce champ-là être nourri pendant beaucoup plus longtemps. Donc, la critique est souvent adressée à l'altruisme efficace qui n'aurait pas supporté l'abolitionnisme, alors qu'il
si on veut vraiment faire un changement, il faut s'investir jusqu'au bout. Mais l'altruisme efficace, je les verrais plus comme des investisseurs qui veulent maximiser par leurs investissements. Et souvent, ce ne seront pas les gens qui vont dire ah, je vais m'arranger pour que cette entreprise-là fonctionne. T'sais, ils vont l'investir. S'ils voient qu'ils ont fait de l'argent, ils vont la retirer parce qu'ils voient qu'ils en feront pas assez dans le futur. Donc, ils ont cette attitude-là un peu des investisseurs qui veulent maximiser comme un peu à court terme pour être certain de faire le plus d'argent possible, contrairement à un entrepreneur qui dit ben, même si je pense que mon entreprise n'était pas la plus rentable, ben, je vais me battre pour la rendre rentable au final. Et je pense que ce que tu dis est vraiment intéressant parce que ça soulève aussi la question de comment est-ce qu'on fait le changement. Parce qu'ultimement, je pense que l'analogie avec l'abolitionnisme de l'esclavage pourrait être explorée aussi parce que j'imagine que dans l'abolitionnisme, qui est un mouvement qui n'était pas juste aux États-Unis, mais partout dans le monde occidental où il y avait l'esclavage, puis il y a des gens qui, parfois, il y avait certaines personnes qui essayaient de sauver individuellement des esclaves, d'autres qui essayaient de changer le système. Puis je pense qu'il y aurait peut-être un travail historique de voir ben, que c'est un mouvement multifacette qui avait besoin à la fois du changement institutionnel, mais qui avait aussi besoin du changement local de gens qui étaient tellement motivés qui allaient sauver des esclaves ou qui faisaient ce genre de trucs-là. Au même sens où il y a plein d'autres mouvements sociaux, on peut parler au véganisme de nos jours qui mélange plein de stratégies, qui touchent un peu à l'altruisme efficace parce qu'on parle de souffrance. Mais par exemple, les suffragettes aussi, le droit de vote des femmes, d'un groupe qui n'avait pas le droit de vote, l'a acquis, puis par plein de types de stratégies. Fait que je pense qu'il y a c'est quelque chose qui est lié ou du moins qui devrait informer notre réflexion si on veut faire un altruisme efficace. Est-ce que Oui, fait du sens? en fait, j'ai adoré ton exemple là, des gens qui allaient sauver des esclaves là, individuellement. C'est vrai, ça serait intéressant de faire cette espèce d'analyse-là. Je trouve que c'est vraiment une idée qui pourrait être vraiment riche pour tenter de comprendre dans un microsystème des changements institutionnels, voir comment est-ce que les deux stratégies, parce que est-ce que c'est l'esclave qu'on a réussi à sauver, qui finalement s'est émancipé, qui est devenu le porte-parole, donc les deux peuvent se fider l'un l'autre. Mais la différence, c'est que les changements systémiques qui veulent être faits par les critiques institutionnelles souvent sont mondiales. Et quand tu as un État où il y a un certain contrôle centralisé, c'est beaucoup plus facile de faire une différence que dans des dynamiques où il y a différents pays qui se battent les uns contre les autres, qui tentent de tirer leur épingle du jeu et qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. J'ai l'impression que dans ce système-là, vouloir faire une différence qui serait radicale et beaucoup plus difficile, surtout que souvent en politique, là, on dit Hobbes décrit comme la nature humaine, là, tous contre tous, puis finalement, c'est pas un bon modèle, mais au niveau des pays, c'est vraiment un bon modèle. Donc, ça représente mieux ce qui se passe à ce moment-là. Et dans un monde de tous contre tous, faire des changements systémiques, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est là que je suis un peu d'accord avec l'altruisme efficace au niveau de ces changements qui sont systémiques, mais des changements plus locaux dans un pays, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui. Et c'est là-dessus, en fait, que je veux travailler à mon doctorat, de voir qu'est-ce qui pourrait être un peu plus local, mais qui pourrait faire une grosse différence à ce moment-là. Et ça, c'est une nuance importante quand même de parler qu'au niveau local, parce qu'on a un gouvernement, parce qu'il y a des institutions qui sont comme dans un cadre juridique particulier, c'est un peu plus facile qu'au niveau international où, comme tu disais, on n'a pas encore de gouvernement mondial, on a des traités de coopération, il y a quelques institutions supranationales, mais encore là, c'est pas très coordonné. Puis, effectivement, faire du bien dans ce contexte-là, c'est très difficile. Donc, les altruistes efficaces, ils disent, on va donner, puis c'est ça qui va aider. Oui, c'est ça, exactement. Donc, de ce côté-là, je suis un petit peu plus du côté de l'altruisme efficace, mais c'est mon cœur, c'est clair qu'il est avec la critique institutionnelle comme on devrait le faire. Il y a des changements fondamentaux qui devraient être faits, mais si on veut vraiment faire une différence, ben, c'est peut-être pas la meilleure méthode pour l'instant, mais on peut toujours investir son temps soi-même sans être dans l'altruisme efficace et finalement leur demander leur aide pour supporter ce genre de projet-là. En fait, l'altruisme efficace, peut-être le point de départ, on aurait peut-être dû commencer par ça. Le point de départ, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire une grande différence au niveau de l'aide internationale, mais que en plus, l'aide internationale était vraiment inefficace, donc il y avait beaucoup de travail qu'on pouvait faire pour l'améliorer. Donc, et eux, ils calculent qu'on peut multiplier par plusieurs centaines de fois l'efficacité de l'aide internationale si on utilise des bons outils qui nous permettent d'identifier, par exemple, premièrement, les causes qui font le plus grand bien et ensuite les organismes qui sont les plus efficaces pour assurer que cette cause-là, on puisse maximiser le bien cancer. Et ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, c'est qu'il y a 3 organismes sur 4 d'aide internationale qui sont soit légèrement nuisibles, inefficaces ou
qui réussissent à faire des changements qui sont tellement minimes que on peut ne pas en tenir compte. Donc, si on commençait par arrêter de subventionner ce genre d'organisme-là, on pourrait faire déjà une plus grosse différence. Mais dans le un quart qui reste qui sont efficaces, il y en a, en fait, la plupart des organismes sont à peu près relativement également efficaces, mais il y en a une poignée, donc quelques-uns, et l'altruisme efficace en a identifié à peu près 9, qui sont ultra efficaces, qui sont 100 fois plus efficaces que les organismes qui sont efficaces à un niveau moyen. Et ce genre de découverte-là, ben, ça fait pas très longtemps que ça a été mis de l'avant, parce qu'il n'y avait pas de test, en fait, par rapport à l'efficacité de l'aide internationale. Ce qui était calculé, c'était, par exemple, nous, on donne des livres pour aider en Afrique, pour le niveau d'éducation. Puis on se disait, bon, comment est-ce qu'on peut envoyer le plus de livres possible? Mais est-ce qu'envoyer des livres, ça fait une différence? T'sais? Cette question-là n'avait jamais été posée, puis c'est seulement en 2001 avec quelqu'un qui a gagné le prix Nobel, là, Michael Kramer, qui a gagné le prix Nobel, je pense que c'est de la paix, qui a fait les premières recherches sur l'efficacité, puis il a été un peu sidéré des résultats où il y a des choses qui nous semblaient très intuitives, qui peuvent faire une différence pour l'éducation, par exemple, en Afrique, et qui finalement étaient beaucoup moins efficaces qu'on peut s'imaginer. Donc, c'est à ce moment-là que je voudrais te poser quelques questions, voir c'est quoi tes intuitions sur l'efficacité de différentes interventions, voir à quel point est-ce que tu vas être proche. Donc, le challenge, en fait, c'est avec 1000 dollars d'investissement dans différents programmes. Je vais te nommer des programmes, puis tu me diras combien d'années supplémentaires d'école que les gens de cette communauté-là, où on investit ce 1000 $-là avec différents organismes, voir à quel point est-ce que c'est efficace. Si, par exemple, il y a 10 personnes qui font 2 ans d'école de plus, ben, le 1000 $ a réussi à améliorer, à augmenter de 20 ans la scolarité de cette population-là. Donc, donner des bourses inconditionnelles aux jeunes filles. Donc, tu n'as pas besoin t'as pas besoin d'avoir de bonnes notes, mais tant que tu te présentes à l'école, on va te donner une bourse. Donc, comment est-ce que tu penses qu'en donnant 1000 $ de bourse à des jeunes filles, parce que c'est surtout les jeunes filles qu'on veut amener à l'école, c'est elles qui vont créer souvent le revenu pour les enfants qui vont venir plus tard. Donc, combien est-ce que tu penses que d'années supplémentaires de scolarité, est-ce que de donner ces bourses inconditionnelles-là, ça allait amener aux jeunes filles? Ah, mais c'est une très bonne question. Je réagir quand même au fait que c'est bizarre, puis ça me surprend même que moi que les gens qui se sont mis à donner, qui ont fait de la philanthropie depuis longtemps, qu'on se soit pas posé de la question de l'efficacité, ça montre bien qu'on a un genre de biais sur le fait que ben, si on le fait, ça doit sans doute automatiquement être bon, bien en fait, ça peut être même nuisible. Puis la question que tu me poses est vraiment bonne. Fait que les bourses inconditionnelles aux jeunes filles, j'aurais un biais en me disant ben, de donner de l'argent à des gens dans des situations dans le besoin inconditionnellement, ça me semble très bien. Encourager les gens à aller à l'école, étant prof, j'ai un biais favorable à ça aussi. J'aurais tendance à dire que ça peut leur donner quelques années de motivation, du moins, puis sans doute que dans ces endroits-là, un peu d'argent, ça peut aider pour qu'ils gèrent leur Mhm. famille, puis que l'éducation peut les aider aussi à bien à être transmise dans leur famille. Fait que je dirais que c'est une très bonne chose, je sais pas. OK. Ben, en fait, le résultat pour 1000 $, c'est 0,2 années supplémentaires. Ok, c'est moins Donc, satisfaisant c'est que un ce que je 2-3 comprenais, ok. mois pour 1000 Ouais. $. Donc, ça, Ok. qui sont restés plus longtemps à l'école. Donc, ça a fait presque aucun changement. Ensuite, des bourses méritoires. C'est-à-dire, si tu as des bonnes notes, on va te donner une bourse. Donc, avec 1000 $ de bourse méritoire, est-ce que tu penses que c'est plus, moins? C'est quoi ton C'est une très intuition bonne là-dessus? question. Je vais me mouiller, même si absolument dans mon podcast, j'aime ça jouer la personne qui pose les questions et non qui répond. Je dirais que ça, je sais pas, j'aurais une réponse nuancée en disant les gens qui reçoivent ça, ça peut les motiver encore moins. Je pense un petit peu moins. Moins efficace que les bourses inconditionnelles. Ça serait OK. mon intuition. 3 années. Donc, Ah, pour c'était quand vrai? même Ah, pas mais, mal plus efficace. Donc, 15 fois plus efficace. effectivement. Mais j'ai une question encore là. Puis là, c'est pas une question piège, mais j'aurais l'impression que, bien, le critère qu'on a pour l'efficacité, parce Ouais, qu'ultimement, on dit c'est plus efficace pour le nombre d'années, mais ouais. peut-être que si on le donne aux jeunes mères, ben, aux jeunes femmes qui peuvent être mères aussi, qui peuvent avoir une famille, est-ce qu'on calcule l'efficacité qu'elle, elle peut prendre cet argent-là, puis prendre soin de sa famille, puis avoir un. Ça n'a peut-être pas Oui, oui, non, je le comprends ta résultat que nous, question. on cherche en tant qu'occidental de est-ce qu'elle passe plus de temps à l'école, mais peut-être qu'il y a d'autres effets secondaires positifs parce que je tends à avoir un biais face aux politiques du genre revenu de base ou machin. Puis eux, l'idée, c'est de donner inconditionnellement de l'argent aux gens. Fait que c'est quoi que.
ça revient à une question fondamentale de l'altruisme efficace. C'est quoi l'efficacité? Oui, ben en fait, j'ai pas la réponse pour ces genres de cas-là parce que bon, quand on fait une recherche empirique comme ça, on vise un truc, on tente tu sais, d'être vraiment très précis. Donc, effectivement, peut-être que l'argent a servi à autre chose, mais comme l'objectif, c'est de les rendre à l'école, ben, l'objectif premier, faire en sorte que les enfants restent à l'école, on veut vérifier l'efficacité de ça. Mais par exemple, un des organismes que l'altruisme efficace supporte beaucoup, en fait, c'est Give Directly, qui prennent des gens des pays les plus pauvres, ils prennent les familles les plus pauvres de ces pays les plus pauvres, ils leur donnent 1000 $ américains qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec pour améliorer leurs conditions. Et c'est considéré comme un des organismes là, les plus efficaces pour l'altruisme efficace. Donc, de donner de l'argent aux gens en général, ça permet parce qu'eux, ils connaissent mieux leur situation que n'importe qui d'autre. Donc souvent, ben, il y a quelque chose qui n'est pas paternaliste, donc, que les gens de la critique institutionnelle en général aiment. Et il y a quelque chose qui donne l'empowerment à la personne qui peut elle-même améliorer sa condition. Donc, je ne peux pas répondre à ta question, mais l'altruisme efficace est quand même sensible à ce genre de choses-là. Je défends quand même le fait que j'ai eu la mauvaise réponse pour les bourses inconditionnelles en me disant ah, il y a peut-être une piste ici. Oui, mais bon, pour aller un peu plus vite, donner des tableaux, des manuels scolaires qu'on envoie, aucune différence. Les uniformes Ça, je gratuits, l'aurais eu quand même. Je pense que c'est genre envoyer du oui, matériel de ce genre-là, j'ai l'intuition que c'est pas super utile. ok, bon, j'aurais peut-être dû te la poser, tu aurais eu la bonne réponse à ce moment-là. Les uniformes gratuits, 7 années de plus, c'est contre-intuitif. Tu leur donnes des J- bourses, ça l'aide moins que de donner des uniformes gratuits pour J'aurais 1000 $. vraiment échoué celle-là parce que j'avais l'impression que les uniformes. Moi aussi, j'étais complètement flabbergasté quand j'ai entendu ça. Après ça, le dépistage, en fait, le déparasitage au niveau primaire de différentes infections. Souvent, c'est les diarrhées, là, c'est quelque chose qui est un problème qui est très présent là, en Afrique et ça tue beaucoup de monde. Ben, c'est 139 années pour 1000 $. Donc, en plus, ça aide leur santé, donc c'est très efficace. Et de l'information aux parents, qui était le plus efficace, leur dire c'est important que les enfants aient à l'école en ayant des gens qui viennent pas au porte-à-porte, là, les informer. Donc, pour 1000 $, c'était 207 années supplémentaires d'école. Donc, tu sais, le problème est plus complexe que le nombre d'années que tu passes à l'école, mais ce qu'ils se sont rendus compte avec des données empiriques là, qui s'étendent sur plusieurs dizaines d'années, c'est que l'information aux parents, c'était la chose la plus efficace et le déparasitage. Parce que nous, ici, on ne sait pas c'est quoi, mais avoir la malaria, avoir différents parasites qui t'empêchent de pouvoir te concentrer à l'école parce que tu es malade, tu manques de l'école, fait que finalement tu décroches. Mais c'est ça qui fait la plus grosse différence en général, ce qui est vraiment contre-intuitif. Tu sais. Donc, Oui, en fait, ouais. je voulais que tu échoues pour montrer à quel point le monde était contre-intuitif. Mais je pense que c'est un très bon point parce que les dernières, je les aurais vraiment échouées. Mais une fois que tu l'expliques, c'est vrai que, tu sais, pareil, tu parles du déparasitage. On parle souvent, il y a certains pays où en Occident, on ne se pose pas cette question-là, mais l'accès à des toilettes, Oui. c'est un enjeu encore dans plein de pays. Puis nous, en Occident, tu sais, une fois qu'on nous le dit, on peut comprendre, mais intuitivement, on a rarement ce problème-là de ne Mhm. pas avoir accès à ce genre d'installation-là. Mais c'est quelque chose qui est pas présent partout, puis qui est quand même fondamental pour la santé, puis pour l'hygiène, etc. Oui, donc c'est ça. Donc, il y a le monde n'est pas intuitif. Donc, il faut faire des vérifications empiriques. Et tu te questionnais tout à l'heure que ben, pourquoi est-ce qu'on pourrait faire des vérifications? Mais c'est parce que ça coûte très cher à faire ça. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'argent dans l'aide, ben, tu te dis, ben, au lieu de faire des vérifications qu'on sait que ça marche de toute façon, parce que avoir des livres, c'est bon, tu sais. Euh, les gens voulaient sauver de l'argent, puis finalement, au final, investir 5 millions pour faire des recherches empiriques nous permet d'investir si on passe de 207 ans à 0,2 années, on a un facteur 1000. Donc après ça, le 1000 $ que tu investis, c'est comme si tu avais investi 1 million dans l'autre endroit. Donc Mhm. au final, on va faire de l'argent, mais dans la mentalité un peu de charité, faire des vérifications empiriques, ça ne fait pas partie du processus, alors que pour les entreprises, ça coûte cher faire les genres de tests. Est-ce que une étude de marché, ça coûte super cher pour voir est-ce que ça va fonctionner, mais ça vaut la peine parce que tu vas faire de l'argent pendant des dizaines d'années. Mais quand c'est pour donner, on dirait que là, on veut tenter de dire, ben, je veux donner, fait que je veux pas que mon argent aille pour vérifier des trucs, je veux qu'il aille pour changer la vie de quelqu'un. Oui. Mais finalement, au final, c'est peut-être pas la meilleure étude, la meilleure stratégie.
Mais ça revient quand même un peu où ce qui t'a amené à ça quand tu nous parlais du against empathy. Parce que des fois, des choses contre-intuitives, quand on donne, il y a des gens qui disent, mais non, je veux pas que l'argent que je donne serve à payer le salaire de gens Mhm. qui vont pas aller directement. Mais on peut, ce que tu viens nous dire, ça veut dire en fait, mais on voudrait peut-être que cet argent-là qu'on donne serve d'un premier temps à voir c'est quoi le truc le plus efficace, puis qu'il fasse les études, puis les calculs, puis ben, ça peut être contre-intuitif, ça satisfait pas notre côté signaling en disant, Mhm. nous, je donne beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est utile à terme, surtout si cette information-là sert à d'autres groupes de charité, puis si ultimement l'effet devient de plus en plus efficace. Oui, ben en fait, ça c'est un point là, essentiel parce qu'avant ça, avant GiveWell que tu avais donné, qui est un espèce d'endroit où ils vérifient l'efficacité des différents organismes, puis ils tentent de cibler quels sont les plus efficaces. Il y en a d'autres, ils appellent ça des méta-charités, c'est-à-dire qu'ils évaluent les organismes de charité. Et un des principaux facteurs qu'ils vérifiaient, c'est combien d'argent va à faire le truc, puis combien d'argent va à l'administration alors qu'il y a certains organismes les plus efficaces au monde qui ont beaucoup d'argent qui vont à l'administration, mais c'est tellement bien administré que, au final, c'est beaucoup plus efficace. Donc, il y avait des critères qui se voulaient objectifs pour tenter d'établir quels sont les meilleurs organismes de charité. Et finalement, au final, on se rend compte que c'était peut-être pas le bon indicateur, tu sais. Et vérifier qu'est-ce que ça fait dans le monde, mais c'est beaucoup plus compliqué que juste d'aller voir, ah, ils ont investi 25% dans les headquarters, ben, on va moins les recommander parce qu'ils sont moins efficaces, alors qu'au final, c'était beaucoup plus efficace, là. Effectivement. Au début, j'avais lancé un peu la question du signaling, du virtue signaling ou Oui. du signalement de vertu. Tu avais dit que, en fait, l'altruisme efficace s'intéresse à cette question-là ou un point de vue là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'ils pensent de toutes ces dynamiques-là sociales qui peuvent amener les individus à faire des dons qui ne sont pas les plus efficaces parce qu'on essaie de, mettons que je suis une personne qui veut signaler que je suis une bonne personne, alors je vais aller donner à un organisme qui va euh, m'envoyer plein de photos par la poste de belles choses, puis qui va prendre beaucoup de ressources pour me flatter dans le dos, ou dire, me permettre de signaler aux gens autour de moi que je suis une bonne personne. De quelle manière est-ce que l'altruisme efficace, dans la littérature ou la recherche qui est autour de ça, parle de ce genre d'enjeu-là? Oui, ben en fait, c'est une question qui est vraiment centrale au niveau de comment est-ce qu'on essaie d'éduquer les gens qui veulent devenir des altruistes efficaces. Et c'est un des premiers points, c'est quand tu veux faire du bien, mais tu veux le faire du bien pour les autres, et tu devrais tenter de faire les vérifications empiriques. Et souvent c'est pas nécessairement pour faire du virtue signaling que les gens donnent, c'est souvent parce que c'est une cause qui me touche. Tu sais, ah, ma femme est morte du cancer du sein, tu sais, je voudrais m'investir dans cette cause-là. Ben, l'altruisme efficace est très critique de ce genre de raisonnement-là qui nous amène à vouloir donner à un organisme plutôt qu'à l'autre. Et souvent, en fait, bon, c'est des débats un peu théoriques, mais qui disent en fait, c'est plus important de donner à des choses importantes que la quantité que tu donnes. Donc, si tu donnes 10 dollars à un endroit efficace, ça risque d'être beaucoup plus efficace que 1000 dollars à un endroit qui n'est pas efficace. Donc, comme l'efficacité est la vertu là, dominante de l'altruisme efficace, tout ce qui s'appelle faire des dons pour des mauvaises raisons qui ne sont pas vraiment efficaces, l'altruisme efficace est très, très, très critique de ça et nous invite à donner le plus possible, mais la première chose, le premier critère, c'est à quel point est-ce que tu as bien fait tes vérifications empiriques. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus besoin de faire des vérifications empiriques selon l'altruisme efficace parce que GiveWell fait déjà ce travail-là pour nous avec des recherches qui sont extrêmement poussées, avec les meilleurs outils, avec des gens qui sont au doctorat souvent, en fait c'est aux États-Unis, GiveWell, et qui sont à des doctorats en mathématiques, qui font des statistiques, donc qui réussissent à faire des, euh, des belles recherches qui nous montrent à quel point quelque chose peut être efficace avec les meilleures données empiriques qu'on a à ce moment-ci, là. Donc c'est un aspect là, fondamental de l'altruisme efficace. Ah oui, mais en fait, c'est ça. On parlait de euh, où est-ce qu'on donne, en fait, parce que le virtue signaling, c'est où est-ce qu'on donne, mais il y a aussi la quantité qu'on donne. Et il y a beaucoup de gens, en fait, que je connais, tu sais, qui disent, ben, si je gagnais plus, tu sais, j'aimerais ça donner, mais on dirait que personne gagne assez d'argent pour, pour pouvoir donner. Et, euh, et j'avais un autre petit questionnaire pour toi, mais ça, je pense que tu risques d'être plus outillé pour bien y répondre, comme tu es intéressé par l'aspect comme économie. Donc, souvent, on parle du 1% mondial, mais je veux savoir, comment est-ce que tu penses que pour faire partie du 1% mondial, combien est-ce qu'une personne doit gagner? Donc, sur toute la planète, le 1% doit gagner minimalement par année quelle quantité de revenus pour faire partie du 1% le plus riche?
Je vais utiliser mon biais de philosophe, puis avant de donner un chiffre, je vais expliquer mon raisonnement. Oui. Moi, je pense que la plupart des gens qui sont en Amérique du Nord et en Europe, je pense que essentiellement tout le monde fait partie du 1% ou une très grande partie de la population. Là, je veux pas. OK. Fait que moi, mon intuition, ça serait quelque chose. En dollars US, j'imagine que tu veux qu'on. Moi, en dollars canadiens ou US, Dollars là, de toute canadiens. façon, ils sont pas si loin que ça en ce moment. Donc, Non, c'est ça. Fait que je pense que je dirais peut-être quelque chose comme dans les 10-15 000. Je pense qu'il n'en faut pas beaucoup parce que si tu prends qu'il y a une bonne partie de la population qui est en Afrique subsaharienne puis en Asie en général qui vivent mhm. sur des revenus assez faibles, j'irais peut-être dans. Moi, si j'avais un chiffre précis, là, puis j'avais pas de Ouais. choix de réponse, j'irais dans un peu moins de 10 000 $. On va aller pour 10 000 OK. $. C'est très intéressant parce que la plupart des gens disent quelques milliards, quelques millions. C'est la première intuition que les gens ont pour faire partie du 1%. Là, c'est les méchants capitalistes, là, c'est eux le 1%. Mais oui, tu as la bonne intuition, mais tu vas peut-être un peu trop loin de l'autre côté. OK. C'est à peu près 60 000 canadiens OK. OK. clairs. OK. Donc, avec 60 000 canadiens clairs, tu fais partie du 1% le plus riche, mais pour faire partie du 15% le plus riche, c'est à peu près 14 000. Alors OK. qu'au Québec, le seuil de pauvreté là, pour une personne seule, c'est 18 000 par année. Ouais, fait qu'une personne Donc tous les pauvre fait. étudiants sont pauvres. Ils sont pauvres, mais ultimement, on est dans le 15% les plus riches. On est dans le 15% les plus riches, donc Mm. on s'imagine pas à quel point on peut faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Comme par exemple, moi, ce que je donne à peu près là, 25%. L'année passée, je donnais à peu près 25% de ce que j'ai eu comme revenu. Puis j'ai trouvé ça le fun. C'est comme un challenge de dire comment est-ce que je peux réussir à donner un peu plus, faire des Mhm. activités pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir donner l'argent qui vient de ça. Et c'est quelque chose qu'on on devrait tenter de cultiver. J'aurais maintenant une question concernant la philanthropie. Parce qu'on a l'impression souvent que ceux qui donnent, bon, il y a des gens qui donnent à leur église, puis il y a des gens qui donnent par petits dons ici et là pour quelques causes, mais quand on pense au mouvement philanthropique, c'est les gens qui ont des très bonnes carrières, mais aussi surtout des millionnaires et des milliardaires, des gens qui mobilisent leur argent pour pousser des organisations philanthropiques à faire ce qu'ils veulent, à satisfaire la cause qui est la leur. On a parlé un peu plus tôt dans notre échange des critiques contre la philanthropie, notamment les questions contre le philanthrocapitalisme. Parce qu'on a parlé un peu de capitalisme et des critiques institutionnelles, mais ces deux éléments-là sont liés. Il y a plein de livres qui sortent pour critiquer les philanthropies des grands millionnaires et milliardaires de ce monde, qui utilisent leur philanthropie pour faire des très bonnes choses parfois, mais parfois pour leurs petites causes personnelles, les causes qui les ont bouleversés dans leur vie pour des raisons personnelles ou historiques. Hum, Puis ultimement, il y a des gens qui disent, mais encore, qui sont ces gens-là pour décider les priorités qu'on devrait avoir? C'est aux États, c'est à la démocratie de parler, c'est au peuple par la voie des mécanismes démocratiques. On pourrait débattre de tous ces enjeux-là aussi, mais mettons qu'on assume ça, on pourrait dire, mais en fait, c'est un problème. Il faut que les experts des gouvernements décident les priorités et non quelques milliardaires qui veulent. Bon, on pourrait parler de toute la question du pouvoir, de tout ça, mais j'aimerais revenir donc qui donne? Qui donne? Tu sais, toi, tu dis donner, mais qui d'autre donne? Qui donne dans le mouvement de l'altruisme effectif? Qui sont ces gens-là qui décident de donner, mais pas juste donner à une cause qui semble importante pour des raisons, comme dit, personnelles, et pas juste pour signaler un statut social ou quelque chose d'autre, pour avoir une bibliothèque à leur nom, mais qui donne dans le mouvement de l'altruisme efficace? Pour l'altruisme efficace, c'est beaucoup des gens qui sont en statistique, des gens qui sont très éduqués, qui ont une bonne carrière, mais pas des gens qui font des millions, mais il y en a beaucoup, la plupart là, ont des très très bons salaires. Et il y a beaucoup, en fait, il y a quelques philanthropes là, qui sont super riches. Ben, l'exemple de Bill Gates là, qui sort tout le temps, donc ça commence à être un modèle qui est de plus en plus répandu. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et qui donne qui largue là, une grosse partie de sa fortune. Et c'est souvent critiqué aussi parce que, et c'est pas quelque chose que je suis beaucoup, donc je pourrais pas t'informer là-dessus, mais je sais que Bill Gates est beaucoup critiqué là, pour tous les dons qu'il fait
parce que ça lui reviendrait sous une autre forme et que ça serait une espèce de forme d'ultra-capitalisme. Et souvent, on appelle ça le philanthrocapitalisme. Puis souvent, l'altruisme efficace est considéré comme faisant partie un peu de cette branche-là, qui dit on veut rendre la philanthropie comme le capitalisme, on veut rentabiliser l'argent qu'on fait, puis on va prendre l'argent qui fait dans le capitalisme pour faire des changements sociaux. Mais il y a plusieurs critiques là, de ces choses-là qui sont faites qui disent, ben, en plus d'avoir le pouvoir économique, tu as un pouvoir de décision parce que tu donnes à un organisme 10 millions de dollars, ben, ça se peut que tu puisses vouloir lui faire tendre vers certaines valeurs et Mhm. donc là, que tu prendrais un pouvoir encore plus grand en donnant. Donc, c'est une question qui est vraiment brûlante. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'informations sur ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par ce genre de questions-là. Où je sais qu'à McGill, il y a eu un gros don, là, il me semble, de 150 millions. Peut-être que c'est 15 millions, mais il me semble que c'était 150 millions pour l'université. Mais alors que ce 150 millions-là, s'il n'avait pas donné, mais il aurait payé de l'impôt là-dessus, parce que tu ne payes pas d'impôt sur les dons que tu donnes. Et ben, l'impôt, il y aurait une grosse partie qui aurait été pour l'éducation. Et là, ben, ce 150 millions-là qui est généreux pour McGill fait en sorte que pour les autres universités, ben, c'est de l'argent qui est perdu parce que le gouvernement les finance moins. Mhm. Donc, il y a même quelque chose de bien par ce don-là, mais en même temps, ça crée une espèce d'inégalité où McGill ben, va encore plus dominer sur les autres universités. Donc, il y a plein de questions vraiment intéressantes au niveau de ces questions-là de philanthropie un peu capitaliste, là. Effectivement, je pense que tu as absolument raison de dire que ben, j'aurais pu t'en poser plus de questions là-dessus, mais tu l'as très bien présenté sur le fait qu'en fait, on pourrait critiquer le mouvement de l'altruisme efficace en disant, bien en fait, euh, qui sont les fondations pour décider c'est quoi les bonnes causes. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt sur c'est quoi le critère d'efficacité, c'est quoi qu'on juge qui est la bonne direction qu'on devrait faire quand des organisations qui ont beaucoup d'argent, tu parlais des grands philanthropes comme Bill Gates, puis il y en a d'autres qui parfois décident c'est quoi les priorités. Puis Mhm. on peut imaginer que ces fondations comme Bill Gates, ils peuvent être pleines de bonne volonté, mais qui sait que c'est vu que leur décision c'est faite par quelques fondateurs, par toute une équipe à l'interne qui sont pas transparentes comme le gouvernement peut l'être de certains États. Pas Mhm. dire toutes, mais certains. Je pense qu'il y a un enjeu là quand même. Oui, non, effectivement, c'est des questions qui sont extrêmement complexes où tout le monde a un peu sa petite opinion là-dessus. Puis, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est des questions qui sont effectivement là, très importantes. Et je me souviens qu'il y avait un article que j'avais lu sur le sujet où il y avait beaucoup de gens qui critiquaient, par exemple, en fait, des gens qui donnent beaucoup d'argent là, pour les organismes, qui critiquaient à quel point il manquait pas de clarté, mais euh, voyons, Transparence. de transparence, exactement, qui manquait de transparence pour les différents organismes qui créent du bien, mais après ça, où est-ce que eux donnent ces grands philanthropes-là, où est-ce qu'ils donnent l'argent? Ah, là, on a une espèce de flou là, où on n'a pas accès à ces données-là. Et effectivement, ça peut soulever différentes questions parce que j'imagine que les gens qui deviennent extrêmement riches comme ça, ben, ils ont des modes d'opération qui visent à faire le plus d'argent possible parce qu'après avoir fait 100 millions, pourquoi est-ce que tu continues à travailler? Tu ne vas pas juste comme profiter de ton succès. Il y a des espèces de modes opératoires, j'imagine, qui sont présents dans ces gens-là, qui en veulent toujours plus. Et là, tu te dis, pourquoi est-ce qu'il y aurait un changement de paradigme si important? Est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche? Donc, mais j'ai pas d'opinion là-dessus, mais mon intuition première, c'est que souvent, il y a anguille sous roche. Mais si au moins ça peut faire du bien au lieu de faire du tort, ben, au moins on minimise ça, tu sais, mais mon intuition n'est pas très éduquée à ce niveau-là. Mais tu illustres bien quand même une tension qu'il y a même. Puis ça Mhm. revient un peu à la tension que tu avais identifiée entre la perspective individuelle et institutionnelle, que les philanthropies sont Ouais. des institutions. On essaie de les limiter un peu, puis de les diriger un peu par les méta-charités, comme tu dis, celles qui font des critères, puis qui étudient les trucs, mais ça soulève plein d'autres problèmes politiques, de gouvernance, etc. Il y a peut-être un aspect qu'on n'a pas abordé. Le bénévolat est très critiqué par l'altruisme efficace, par exemple, où c'est pas une méthode très efficace. Souvent, tu es incompétent quand tu fais du bénévolat parce que tu vas faire du bénévolat dans quelque chose que tu fais pas déjà. Et que tu serais peut-être mieux d'aller travailler puis donner ton argent, alors que tu es plus efficace à ce moment-là. Et ils sont très critiques là, de ce genre de pratiques-là, qui souvent, c'est la base là, d'être une bonne personne, c'est faire du bénévolat puis d'être gentil avec les personnes autour de soi, alors que l'altruisme efficace fait ouais, mais c'est peut-être sauver la vie d'une personne si tu t'en vas travailler comme 2 heures puis tu donnes ton argent parce que toi tu gagnes beaucoup d'argent puis tu peux faire une grosse différence à redonner la vie d'une personne, mais ça serait peut-être mieux que le 2 heures de bénévolat où tu réponds à des appels à un organisme communautaire. Tu sais. Y a-tu le mouvement du volontourisme où des gens ils vont aider à des endroits en disant mais peut-être que t'es pas super efficace puis il y a vraiment des meilleurs moyens d'aider ces gens-là. Euh,
Ben, en fait, oui, c'est ça, cet aspect-là, c'est souvent mis de l'avant là, par l'altruisme efficace où on a des jeunes personnes qui veulent aller aider dans un pays en développement. Puis là, tu t'en vas construire une école. Puis il y a beaucoup de problèmes avec ça. Souvent, ils construisent l'école, après ça, ils la redéfont pour que d'autres personnes viennent donner l'argent parce qu'eux, ils veulent. Puis les gens se sentent bien de faire des actions, mais il y a déjà des tonnes de personnes qui sont là sans emploi, qui bénéficieraient d'avoir ce travail-là pour construire l'école. Donc, c'est beaucoup mieux de donner l'argent. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui change ta perspective sur le monde. Mais souvent, ce genre de tourisme-là là, pour aller faire des bonnes œuvres, c'est souvent vraiment pas efficace, voire contre-productif. Euh, mais si ça peut changer la perspective des gens qui veulent s'investir dans ce genre de causes-là, peut-être que ce serait intéressant, mais il faut un peu plus d'éducation sur comment est-ce qu'on peut faire une vraie différence parce que des bonnes intentions, c'est pas suffisant. Je pense qu'on boucle la boucle, puis on revient un peu à ce qui t'a amené là, c'est le livre Against Empathy, puis la réflexion du moins Mhm. sur le lien entre notre volonté de faire du bien, puis de quelle manière est-ce qu'on peut réellement bien le faire. Mhm. J'aimerais peut-être te poser une dernière question on doit Oui. souvent te la poser, parce que dès qu'on parle de ce genre de truc-là, puis on essaie de dire, bon, c'est quoi la meilleure chose, mais souvent ça revient à « et toi, qu'est-ce que tu fais? » pour essayer de blâmer les gens ou Oui, machin. c'est l'attitude première qu'on a toujours. Et je pense que tout le monde est un peu coupable de ce genre de choses-là, là. Oui, oui, j'en suis aussi coupable. Puis, mais pour une fois que je suis encore derrière le micro, puis je te pose la question. Toi, tu disais que tu donnes déjà 25%. Y a-tu d'autres choses qui t'ont motivé? Est-ce que c'est les arguments intellectuels de l'altruisme efficace qui t'ont motivé à faire ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais? À quel point est-ce que ça a venu changer ta manière d'être et pas seulement de penser la justice? Ah oui, c'est vraiment une bonne. En fait, ça revient à pourquoi j'ai été attiré par ça. Fait que je trouve ça c'est une bonne dernière comme question pour boucler la boucle. Euh, ben avant, c'est ça, comme je disais, j'avais une perspective qui était très centrée sur une bonne personne. C'est une personne qui care, c'est une personne qui est gentille, qui est bonne, venant du travail social qui est très centré sur les éthiques du care. J'avais déjà ce mode d'opération-là en tête, là. C'est comme ça que je pensais l'éthique. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai complètement changé. Où là, je me suis dit, ben, c'est une question intellectuelle, l'éthique. C'est pas une question de bonté de cœur. Tu sais, oui, il faut avoir une espèce d'intuition première qui t'amène à vouloir faire une différence. Mais le plus important, en fait, c'est comment est-ce que tu peux réussir efficacement à faire l'objectif que tu vises. Et les arguments de l'altruisme efficace qui m'ont amené à complètement changer ma perspective où tu veux automatiser tes dons, par exemple. Fait que là, tu sais, t'es comme. Excuse-moi, j'ai oublié le nom là, dans le premier texte, voyons, l'Iliade, quand il s'attache sur le mât du bateau. Est-ce que C'est tu te comme souviens? Ulysse qui Ulysse. s'attache au, Oui, au mât de son navire pour résister à l'appel des exactement. sirènes. Exactement. Ben, c'est un peu l'inverse. L'appel des sirènes, c'est quelque chose de négatif. Comment est-ce que tu peux t'empêcher? Mais là, tu peux t'attacher toi-même économiquement pour faire le plus de bien, même si ça ne te tente pas de donner, que tu puisses donner. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de. Parce que une question qui m'intéressait beaucoup, c'est est-ce que l'être humain peut être altruiste? Ou est-ce qu'on est juste égoïste, puis à chaque fois on fait du bien? C'est toujours une question d'intérêt personnel parce que finalement tu voulais te voir comme une bonne personne, etc. Puis là, à ce moment-là, on dirait que je me suis dit, ben, il me semble qu'il y a une solution là parce que tu dis, intellectuellement, je vois que je veux faire une plus grosse différence, puis une des façons, c'est de donner beaucoup d'argent. Mais là, tu automatises le don, puis là, tu n'as plus envie, mais là, tu l'as automatisé, tu peux plus rien faire. Et il y a beaucoup d'altruistes efficaces qui font ça. Ils disent, je le sais que j'avais tendance à vouloir arrêter mes dons, fait que je me suis empêché, je me suis mis des barrières qui m'empêchent de pouvoir arrêter de donner ce 10, 20, 30%-là annuellement. Et là, je me dis, il me semble que là, il y a un vrai signe de quelqu'un qui sincèrement veut faire une différence, c'est pas qu'il a une bonté de cœur, c'est qu'il va même contre son cœur. Et que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment altruiste à ce moment-là. Il s'attaque à ses biais personnels. Dans un épisode précédent, on a parlé des gens qui procrastinent puis qui disent mais moi je pense que c'est ça la bonne chose, mais à un moment donné tu résistes. Mais c'est un peu la même chose pour le don. Automatiser les dons, c'est dire ou il y a des gens qui font ça pour l'épargne aussi, des gens qui ont, Oui. ont de la difficulté à épargner, mais tu automatises ça puis tu dis mais je sais qu'à un moment donné je vais vouloir, je vais pas y penser, je vais être paresseux, je vais procrastiner cette décision là ou j'aurai pas la volonté, mais je m'y oblige. Puis là c'est la même chose pour être altruiste. Tu dis je m'oblige à être une bonne personne puis à donner. Puis même les moments où ça me tentera pas, je vais me dire bon mais est-ce que je dois tout Mhm, faire les processus pour annuler mon truc, mais je mets tellement d'étapes, je change mon environnement mhm. pour me forcer à le faire, je m'attache au mât. Fait que c'est un peu la même chose, mais pour l'altruisme, pour être une bonne personne. Non, exactement, c'est exactement ça. Puis là, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'essentiellement
altruiste à ce moment-là, où tu te bats contre toi-même, tu sais. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose il y a une esthétique qui me plaît beaucoup dans Ulysse qui s'attache au mât. Je trouvais que c'était vraiment beau. Puis là, je me suis dit, ben, je veux faire la même chose. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais tenter de maximiser le bien que je peux faire. Donc, je participe à 1 million de projets là, où on crée des trucs qui visent à être efficaces. Je fais partie de l'incubateur d'idées de l'Obvia, là, l'Observatoire d'intelligence artificielle. Puis là, on crée une espèce d'intelligence artificielle où on va aider les gens qui sont au 2 à 1, les réceptionnistes. C'est-à-dire les 2 à 1, c'est une espèce de ligne, c'est pas le 9 à 1, mais c'est pour les organismes communautaires ou les organismes pour donner des référencements aux gens qui ne sont pas capables d'aller chercher eux-mêmes sur Internet, là, les organismes qui peuvent les aider avec différents problèmes. Donc, on est en train de créer une intelligence artificielle pour aider ces gens-là. Puis comme je suis un travailleur social, ben, c'est moi qui avais amené l'idée. Tu sais, je trouvais que c'était intéressant parce que moi, j'avais eu plein de relations vraiment désagréables où j'avais pas l'information que j'avais en tant que travailleur social. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant à ce moment-là. Donc, c'est un des projets que je fais partie. Je fais un podcast comme toi aussi qui parle d'éthique, uniquement d'éthique. On pourra peut-être mettre le lien dans la petite bio. Puis, je pense que l'aspect qui, selon moi, est extrêmement formateur, ben, là, ça a l'air drôle dit de même, mais j'ai créé un organisme d'aide internationale parce que moi, j'ai dit, après avoir vu la critique institutionnelle, d'être convaincu par leurs arguments, leurs contre-arguments, l'altruisme efficace, être convaincu par ce sur quoi ils mettent des priorités. Puis je me dis, comment est-ce qu'on pourrait essayer de marier ces deux priorités-là? Ben, j'ai une espèce d'intuition, puis là, je me suis dit, ben, je vais tenter de créer ça. Et l'idée qui m'a paru la plus prometteuse pour marier l'altruisme efficace et la critique institutionnelle, ben, c'était de payer en fait les frais de remittance. Puis les remittances, c'est quelque chose qui est absolument pas connu, mais qui est gigantesque au niveau mondial, où, juste à titre comparatif, l'aide internationale faite par les pays riches, ça vaut à peu près, là, en 2017, c'était à 146 milliards de dollars qui étaient donnés chaque année, à cette année-là. Et ça a augmenté, mais là, il y a eu une petite récession là, dans les dernières années, mais quelque chose comme 150 milliards qui sont donnés, alors que des gens, les remittances, c'est des gens qui partent d'un pays en développement, qui s'en vont travailler dans un autre pays où ils peuvent faire plus d'argent, puis ils envoient l'argent à leur famille pour pouvoir les supporter où ils se trouvent à ce moment-là. Et les remittances, il y a 500 milliards de dollars qui sont donnés chaque année, qui sont envoyés comme ça pour aider les gens qui vivent dans des pays en développement. Et donc là, c'est 3 fois plus que ce que les pays riches font en aide internationale. Et il y a beaucoup de problèmes avec les remittances. Et moi, je voulais m'attaquer à cette question-là. C'est que il y a des compagnies traditionnelles, souvent, ils demandent un 10 à 14% du montant qui est envoyé. Donc, souvent, c'est un 5-6% qui est en frais de transfert. Puis après ça, ils se prennent une cote sur le transfert d'argent. Tu passes d'une monnaie qui est canadienne à une monnaie, par exemple, du franc CFA. Ben là, ils se gardent une cote là-dessus aussi. Puis au total, ça donne un 10 à 14%. Puis il y a plein de nouvelles entreprises qui réussissent à le faire de 5 à 6%. Puis on est chanceux. À Montréal, il y a un organisme en fait, c'est des Camerounais qui eux-mêmes ont envoyé de l'argent à leur famille, puis étaient frustrés de payer trop cher. Puis ils ont créé leur propre système qui leur permet d'envoyer de l'argent. Puis ils se sont dit, ben, pourquoi j'en fais pas bénéficier toute la communauté? Puis eux, pour aider leur communauté, réussissent à le faire pour moins de 3%. Donc c'est possible de le faire à un frais. 3%, c'est à peu près le frais qu'on peut payer quand on paie d'ici là, à envoyer de l'argent en France, par exemple. Là. Ça peut être un petit peu moins de 2 et 3%. Donc c'est à peu près le montant qui est demandé pour ce genre de service-là. Et là, moi, je me suis dit, ben, je pourrais contacter eux autres et leur dire, ben, quand vous avez de l'argent pour une bonne cause, pour des remittances, pour envoyer à des gens qui envoient de l'argent au Cameroun, ben moi, je serais prêt à payer comme ces frais-là, le frais de 3% pour qu'ils puissent comme envoyer le plus d'argent possible. Donc là, j'ai contacté cette entreprise-là. J'avais l'air d'une arnaque. Je leur dis, je veux vous donner beaucoup d'argent. Là. Donc, eux, ils étaient dit, OK, ça a l'air intéressant ton truc. On s'est rencontrés. Puis là, on a fait une espèce de, de collaboration. Et là, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que à la fin de chaque mois, eux, pour une partie des envois qu'ils font, et là, on a sélectionné parce il y a beaucoup d'argent qui s'envoie là, du Québec vers le Cameroun. Ben, on a sélectionné comme quand tu envoies de l'argent pour payer des frais de santé, ben, moi, en fait, à la fin du mois, je vais payer tous ces frais de santé, les frais de transfert pour envoyer cet argent-là. Donc, ça nous coûte à peu près 1000 dollars par mois.
Et ce qui est bien avec ça, c'est on n'a pas besoin de faire de ciblage des gens parce que le ciblage est fait par la relation interpersonnelle qui se passe entre les deux. On n'a pas besoin de créer de moyens pour transférer cet argent-là. L'entreprise le fait elle-même. Fait que nous, tout ce qu'on fait, c'est à la fin du mois, ben, ils nous envoient une petite facture avec bon, une personne a envoyé de l'argent, tant d'argent pour ça, ça a coûté tant de frais pour cette raison-là, pour traiter quelqu'un avec la malaria, par exemple. Et nous, à la fin, ben, un transfert par mois, on paie ça. Donc, c'est comme une façon de transférer de l'argent, un peu comme Give Directly, qui donne l'argent aux gens qui en ont besoin, mais on ne cible pas la personne, on fait juste dire, ben, on vous paie vos frais de transfert. Et ce qui est bien avec ça, c'est que j'ai pas de frais administratifs. On fait quasiment absolument rien. On fait juste ramasser l'argent puis payer à Gumbo à la fin du mois. Donc, il n'y a pas de frais administratifs. Un autre avantage, c'est que le premier mois qu'il y a eu, il vendait à peu près en fait, il offrait le service pour à peu près 250 000 par mois depuis quelques mois. Puis là, ça commençait à faire un plateau. Puis là, avec cette nouvelle initiative-là, ils ont réussi à faire une espèce de promotion pour dire, hey, tu peux envoyer l'argent gratuitement. Puis là, le mois suivant, ils ont réussi à envoyer 350 000. Donc, tu sais, il y a 100 000 de plus qui est envoyé parce que, tu sais, c'est cool. Tu te dis, ben, j'ai envie d'envoyer de l'argent, mais là, tous ces frais de transfert-là, ben, je peux l'envoyer gratuitement. Pourquoi pas? Je vais l'essayer, tu sais. Puis les gens en envoient davantage. Puis il y a des gens qui envoient de l'argent avec d'autres compagnies qui se disent, ben, c'est gratuit, ben, je vais juste tenter. Ça a l'air bizarre, mais puis là, tu fais, ah, l'argent s'est rendu. Donc là, il y a de plus en plus d'argent qui s'envoie avec ça. Donc, ça fait à peu près un an que ça roule. Donc, c'est comme s'il y avait 1 million de dollars supplémentaires qui passaient par cette entreprise-là. C'est pas des dollars nets, là, parce que si les gens donnent plus, ben oui, ça c'est un dollar net, mais si tu changes d'entreprise, tu l'envoies avec une autre entreprise, ben, tu paies moins cher de frais, donc tu peux envoyer plus d'argent. Donc, c'est quelque chose qui roule. Donc, ça a réussi à augmenter le nombre d'argent. Donc, nous, on paie 1000 dollars, mais il y a une espèce de bénéfice de 100 000 dollars de plus qui est envoyé à cause de ce 1000 dollars-là. Donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Et ce que je trouve le plus fun, c'est côté critique institutionnelle, c'est pas paternaliste parce que c'est pas nous qui choisissons qu'est-ce qui se passe. Le pouvoir, c'est pas nous, on paie 3% là, du frais de santé. Donc, il y a quelque chose qui reste le pouvoir aux gens qui envoient de l'argent à leur famille. C'est eux qui sont les vrais héros. T'sais. Nous, on est dans le backseat. Là. On fait juste supporter ce qui se passe. Et en même temps, ben, ça fait un gros finger aux entreprises de transfert d'argent qui demandent beaucoup trop cher. Ben, on fait de la compétition déloyale, en fait. On fait de la compétition où il y a de la charité qui vient faire cette compétition-là qui abaisse les prix au final. Donc, je trouvais que c'était un moyen de. Il y a certaines critiques qui sont faites à l'aide internationale, donc paternalisme, manque d'empowerment, on prend le crédit, puis on ne change pas les institutions, mais là, on met de la pression sur les institutions en faisant du bien direct, parce qu'à la fin de chaque mois, en fait, à chaque fois que quelqu'un fait un transfert, ben, nous, on paie un 3% là. Donc, il y a comme de l'argent qui se rend directement tout en changeant le système. Donc, c'est ce que je voulais tenter. Puis, les résultats étaient vraiment au-delà de mes espérances. Puis en même temps, moi, ça me permet de comprendre c'est quoi ce mécanisme-là. J'ai parlé avec Give Directly, je leur ai posé des questions, j'ai écrit à l'altruisme efficace. En fait, ils m'ont refusé en disant que je manquais d'informations à ce niveau-là. Fait que là, je suis en train d'avoir un petit peu plus d'informations pour pouvoir montrer que c'est vraiment efficace ce qu'on fait, pour éventuellement présenter une deuxième fois pour dire on aimerait ça être financé. Parce que après ça serait super facile de pouvoir comme étendre le service. Parce qu'il y a d'autres entreprises, j'en ai ciblé deux ou trois là, qui sont créées dans le monde, dont par deux altruistes efficaces qui ont créé un autre organisme qui fait ça entre 5 pays africains et 5 pays du monde occidental. Donc, au lieu d'avoir juste Cameroun, Canada, Cameroun, ben là, tu as 5 fois 5 pays. Donc, il y a beaucoup plus d'argent qui va là. Donc, avec ce genre d'initiative-là, on pourrait créer une grosse pression sur le marché, puis aider ces personnes-là qui sont, selon moi, les véritables héros, que tu t'en viens ici, puis tu t'envoies, il y a des gens qui envoient là, des 1000 dollars par mois, là. Des 1000 dollars par mois, ils gagnent 2000 dollars ici, ils envoient presque tout l'argent à leur famille. Donc, je trouvais que c'était beau, je trouvais que ça méritait d'être soutenu. Puis en même temps, ben, il y a comme quelque chose qui fit avec l'altruisme efficace et la critique institutionnelle. Donc, c'est ce que je tente de faire pour faire ma part dans ce milieu-là. C'est super cool, puis je pense que tu l'as bien montré, le mix entre l'approche individuelle et institutionnelle, dans l'optique où tu vas jouer sur le marché, tu vas faire la compétition à des gens que ça me dérange vraiment pas que tu leur fasses de la compétition. Fait que c'est ça, puis je pense que c'est bien en plus vu que tu aides les gens pour les frais médicaux, fait que tu touches quelque chose qui est vraiment important, tu vas pas financer des gens qui ont peut-être pas moins besoin de cet argent-là. Fait que je pense que c'est super, c'est vraiment cool ce que tu fais, fait que je dois dire que je suis très content de voir un collègue de philo faire des choses comme ça, tout aussi transformatrices. Le podcast aussi, je le salue, mais je pense que l'autre initiative
Je ne veux pas Hmm. juger, mais peut-être que ça a plus d'effet Je quand pense même. que oui. Ça maximise plus le bien que les podcasts qu'on peut faire. Cela dit, mais j'encourage nos auditrices et auditeurs à aller l'écouter. C'est très sympathique. C'est un autre style. C'est disponible sur YouTube aussi. Fait que c'est très cool. Puis voilà, je suis très content. Je suis content de voir qu'il y a des gens en philo qui ont la fibre entrepreneur puis qui passent à l'action. Ça va aider la réputation de la philo de juste être des gens qui écrivent des articles puis aiment débattre. On fait des choses, je pense. Je pense que c'est Non, mais très on peut cool. faire vraiment des belles choses, puis c'est quelque chose que je critique beaucoup en philosophie, où ce qu'on fait, c'est des cercles de lecture, puis ça s'arrête là, là. Je trouve qu'il y a des belles initiatives qui peuvent se faire, comme, puis genre l'air hyper actif, mais avec une amie, on fait le tour des bibliothèques de Québec. Là, on avait 5 contrats, mais on a perdu quelques-uns à cause de la COVID, où on fait de la philo pour enfants avec les enfants. Donc, c'est quelque chose qui se faisait pas, puis je me dis, mais il y a des gens qui c'est leur domaine de spécialisation, tu sais, il y a des belles initiatives qui peuvent être faites en philo où on peut aller chercher les gens et souvent on reste un peu dans notre coin alors que on a tellement des beaux outils pour pouvoir faire des choses dans le monde. Et un aspect essentiel aussi que l'altruisme efficace met de l'avant, je pense, va résumer un peu ce qui a été fait, c'est important de donner, mais faut pas donner pour se brûler. Et il faut se donner les outils pour pouvoir aider plus tard. Parce que souvent, c'est vers, tu sais, entre 50 et 70 ans, c'est là que tu es le plus, c'est là que tu as ta carrière, que tu as le plus d'argent. Donc, souvent, c'est d'investir pour développer des capacités. Et c'est ce que j'essaie de faire, d'aller chercher plein d'expériences différentes pour développer des capacités pour pouvoir faire une plus grosse différence plus tard. L'objectif, c'est de le faire pour vrai plus tard, mais c'est bien de commencer maintenant à faire une différence maintenant, mais même si vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez pas faire une grosse différence à ce moment, juste développer vos habiletés pour pouvoir avoir comme un emploi qui va vous permettre de pouvoir faire cette différence-là. L'altruisme efficace met beaucoup l'accent sur l'investissement à long terme aussi, sur l'apprentissage qu'on peut faire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être fait par tout le monde et de se questionner, d'avoir la question dure, de dire finalement, est-ce que je suis vraiment une bonne personne de juste poster 2 trucs Facebook sur une question qui m'interpelle et que je crois qui est importante? Euh, Peut-être qu'on peut faire plus, puis d'être critique envers soi-même par rapport à comment est-ce qu'on peut vraiment faire une différence. Donc, je pense que c'est ce qu'on peut retirer de l'altruisme efficace comme à un point, sur un plan individuel, en fait, et de Je pense que c'est croissance une, personnelle. Voilà, croissance personnelle. Mais je pense que tu as absolument raison. Puis je pense qu'on partage la même intuition que la philo nous donne une bonne compréhension, nous donne des outils pour comprendre bien des enjeux moraux ou éthiques dans le monde. Et je pense que l'étape d'après, c'est de se dire, bon, on peut faire plus que des groupes de lecture, ou on peut faire même plus que juste de satisfaire en disant, bon, on enseigne parce que c'est notre travail, c'est bien. Mais on peut toujours aller plus loin. Puis comme tu dis, on peut essayer de trouver des idées originales. Je pense que c'est un investissement de réfléchir à de quelle manière on peut avoir un effet plus concret de d'autres manières, par nos réseaux, par nos capacités, par plein de choses. Donc, voilà. Donc, mais merci beaucoup de ta participation. On aurait pu parler de plein d'autres choses. Il y avait plein d'autres éléments qui tournaient autour de ces enjeux-là de transformation sociale, d'altruisme efficace, d'institution, de critique de la philanthropie, de bien donner, de tout ça. Je te remercie beaucoup de ta participation. Pour ton podcast, quand même, le lien va être dans la description, mais vous pouvez aussi chercher Parlons éthique, c'est bien ça? Ah oui, exactement. Donc, Parlons éthique. Puis vous pouvez aussi, si vous fouillez un peu plus, je peux peut-être mettre les liens vers ton organisme si vous voulez donner, Ouais. puis faire déranger les entreprises qui ont des transferts de fonds. Voilà. Puis si aussi c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous informer sur ça. S'il y avait des livres que tu recommanderais pour explorer ça, est-ce qu'il y aurait une piste? Si, mettons, une personne qui nous a écoutés se dit Ah, mais Oui. l'altruisme efficace, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je devrais lire? Je pense que l'altruisme efficace est extrêmement populaire dans le sens de la littérature se lit là, avec quelqu'un qui a aucune formation. C'est fait pour convaincre la personne moyenne qui a aucune éducation en philosophie. Et avec une éducation en philosophie, tu trouves ton compte aussi, donc c'est vraiment bien fait. Il y a les 2 livres clés, c'est le livre de Singer, euh, qu'on pourra mettre, c'est The Most Good You Can Do. How Effective Altruism is Changing the Way We Think About Ethics. Je pense que c'est ça le titre complet, là, il est très long. Et tu en as un autre qui est de William McCaskill, qui est Doing Good Better, et qui est qui est très facile à lire et qui est fait par le créateur de l'altruisme efficace. Donc, je pense que ce seraient les deux livres les plus importants. Mais ce qui est bien, c'est que l'altruisme efficace, toute la littérature importante se trouve sur les sites comme GiveWell,
Il y a d'autres organismes comme le Project Philanthropy, qui est le Open Philanthropy Project. Oui, c'est ça. Open Philanthropy Project, où il y a beaucoup d'informations qui a une tendance un petit peu plus changement là, institutionnel, changement de règles, mais à un plus petit niveau, mais qui est quand même soutenu par l'altruisme efficace, qui ont déjà commencé à faire un changement un petit peu plus institutionnel. Donc, ça se trouve très bien là. Puis il y a plein de vidéos YouTube aussi. On voit Singer ou McCaskill ou d'autres personnes là, dans le mouvement qui ont mis des vidéos qui expliquent qu'est-ce qui se passe, des podcasts. Donc, Effective Altruism sur Internet, vous allez trouver là, une panoplie d'informations, de vidéos. Parce que moi, j'aime mieux écouter des vidéos. On dirait que ça demande moins d'énergie. Puis tu sens un peu c'est quoi l'attitude de la personne. Et là, l'altruisme efficace en regorge. Mais en français, il n'y a presque rien. Puis les podcasts ou les vidéos que j'ai entendues sur YouTube sont pas très bons. La qualité n'est pas très bonne. Donc, il y a quelque chose que je préfère vraiment l'anglais à l'altruisme efficace parce que sinon en français, c'est so-so ce qui se passe. Et il y a Altruisme Efficace Québec aussi, où il y a différentes rencontres, différents événements qui font qui pourraient intéresser les gens pour rencontrer ces gens-là qui sont des altruistes efficaces, qui sont des gens très colorés en général, les altruistes efficaces. Donc, c'est des gens vraiment intéressants avec qui discuter. Souvent, ils suivent pas les normes, les normes sociales, donc quelque chose de vraiment intéressant à ce niveau-là. Excellent. Puis ben, maintenant, on va avoir un épisode de podcast sur le sujet. Donc, au moins, quelque chose en français qui s'ajoute à Espérons que ce ça va être que bon. ça sera aux gens qui nous écoutent de juger. Mais je te remercie beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça très le fun, la discussion qu'on a eue. Fait que je te remercie de ta participation. Puis je te souhaite un bon début de session, j'imagine. Oui. Alors, Oui, bon début exactement. de session, bon automne et à bientôt. Ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Plaisir.